Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. À ce micro, les chercheurs viennent nous éclairer sur tous ces sujets qui touchent à notre quotidien, préserver la planète et en même temps subvenir à nos besoins, se nourrir, se déplacer, se chauffer, sujet épineux par les temps qui courent. La guerre en Ukraine a généralisé la prise de conscience de notre dépendance aux énergies fossiles, des énergies par ailleurs fortement émettrices de gaz à effet de serre. La France traverse sa plus grave crise énergétique depuis 50 ans. La sobriété énergétique s'impose aujourd'hui comme une évidence. Mais nous savons tous que baisser notre chauffage de 2 degrés et mettre un pull chez soi en hiver ne réglera pas durablement le problème. Aujourd'hui, c'est d'efficacité énergétique que nous allons parler, en mettant le cap sur un enjeu stratégique, celui de la rénovation des bâtiments. Et l'expert qui nous accompagne, c'est Andreas Rüdinger, chercheur associé au programme Énergie-Climat à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Andreas Rüdinger. Bonjour. Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de la France en 2050, on le sait, il est plus que temps d'engager un changement d'échelle. Et l'un des secteurs clés de la transition bas carbone, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Vous allez nous expliquer pourquoi aussi ça nous rendra plus résilients face aux crises futures et quels sont les chemins pour y parvenir. Et si on commençait par définir ce qu'est la rénovation énergétique, tout ce qui améliore la capacité de nos maisons, appartements, bureaux à nous protéger du froid ou du chaud qui vient de l'extérieur. Une fois que j'ai dit ça, on n'a pas tout dit. Effectivement, on n'a pas tout dit, mais l'idée est là. C'est-à-dire que la rénovation énergétique, c'est tout ce qui nous permet d'améliorer la performance énergétique des logements. Donc c'est à la fois l'action sur l'enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est l'isolation des murs, des fenêtres, des portes, des plafonds, etc. Mhm. Et l'action sur les systèmes, donc tout ce qui est remplacement du chauffage, des appareils de production d'eau chaude. Mais en même temps, la définition manque de clarté parce qu'il y a rénovation énergétique et rénovation énergétique. Effectivement, derrière, il y a des niveaux de Ça. rénovation énergétique qui sont très différents. Et aujourd'hui, on a tendance à mettre un peu tout dans le même sac, alors que dans beaucoup de cas, les rénovations qui sont faites sont ce qu'on appelle des monogestes. Donc, en fait, les gens vont changer une fenêtre, vont changer leur chaudière, mais vont pas aller sur une rénovation complète qui permet de traiter l'ensemble des postes et du coup d'arriver à un niveau qu'on appelle bâtiment basse consommation, donc qui permet grosso modo de diviser la facture énergétique par un facteur 4 ou 5. Et à l'inverse, quand on va jusqu'au bout de la démarche, c'est ce qu'on appelle la rénovation performante. C'est quoi précisément ? Alors là aussi, la rénovation performante, il y a différentes compréhensions aujourd'hui. Communément, on désigne comme rénovation performante une rénovation qui permet d'une part de traiter l'ensemble des postes de travaux, donc Que comme on vous avez disait tout à cité. l'heure, les murs, l'isolation des murs, des ouvertures, système de chauffage, etc. Et qui permet d'atteindre un niveau de performance bâtiment basse consommation. Après, il y a d'autres définitions possibles, dont notamment celles qui vont s'appliquer pour différents dispositifs de soutien, où on va plutôt chercher un critère quantitatif de moins 55% de réduction des consommations d'énergie. Et il y a eu une tentative dans la loi climat et résilience de 2021 de donner une définition réglementaire à la rénovation performante qui, au fil des compromis successifs, en fait, a fini par beaucoup se diluer, Mmh. au point aujourd'hui on ne comprend pas très bien, parce que toute rénovation qui permet d'atteindre une classe énergétique autre que F ou G, donc ce qu'on appelle les passoires thermiques, peut dans ce cas-là être considérée comme une rénovation performante. Ouais, effectivement. Donc on comprend tout de suite que ça va être important de clarifier assez vite de quoi on parle pour agir efficacement. Ça fait un moment qu'on évoque cet enjeu de la rénovation des bâtiments ici en France. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Alors dans l'ensemble, oui, pour une fois, on a des bonnes nouvelles. La trajectoire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre est plutôt bonne. On est même aujourd'hui en dessous de la trajectoire qui est définie par ce qu'on appelle les budgets carbone, donc en fait des volumes d'émissions à ne pas dépasser par secteur. Sauf que derrière, il y a un petit hic. Le premier, c'est qu'on a nous-mêmes révisé ces budgets carbone en 2018, et donc on a augmenté un peu le plafond, ce qui fait que la trajectoire est plus facile à Mhm. respecter. Et d'autre part, il y a eu des changements dans la méthodologie de comptabilité des émissions qui font qu'aujourd'hui, une partie des émissions du secteur des bâtiments a été transférée dans le secteur énergie, donc là on rentre dans des enjeux techniques, mais qui font que même si le bilan est encourageant, on n'est pas encore sur la bonne trajectoire pour atteindre nos objectifs à moyen et long terme. Mais par exemple, tout le monde connaît ou a entendu parler de l'aide publique qui s'appelle MaPrimeRénov', cette aide financière allouée à ceux qui font des travaux de rénovation énergétique chez eux ou dans les bureaux. Est-ce qu'on sait si ça marche ? Combien de ménages en ont bénéficié et si le dispositif donne des résultats ?
Alors effectivement, on a des résultats là aussi plutôt encourageants sur MaPrimeRénov', donc principal dispositif de financement aujourd'hui. Tout d'abord en matière de massification. En ce moment, c'est à peu près 700 000 à 800 000 opérations de rénovation énergétique qui sont financées chaque année, pour un budget d'aide publique d'environ 2 à 2,5 milliards d'euros par an. Donc c'est plutôt encourageant en termes de Mhm. massification. Derrière, on se rend compte que ces travaux concernent en très grande majorité donc, ce qu'on appelle des gestes simples de travaux, et pour quasiment 80% des changements de chaudière. Donc on est encore loin d'arriver à financer, à déclencher les rénovations globales et performantes. Parce qu'on peut changer sa chaudière, mais avoir une passoire thermique. Parfaitement. Quels sont les éléments à améliorer alors pour que ça marche mieux? Pour aller plus loin, aujourd'hui, clairement, il faut arriver à mettre le cap sur la rénovation performante. Donc c'est de plus en plus compris dans les cercles d'experts et le cercle politique qu'il faut à terme donner un vrai signal pour la rénovation performante, donc indexer l'ensemble des aides sur des critères de performance énergétique et encourager les gens à aller systématiquement plus loin. En Ce qui se fait gros, en Allemagne, non? ce qui se fait aujourd'hui en Allemagne, où le dispositif d'aide comprend vraiment cette dimension d'indexation, de progressivité sur la performance énergétique. Donc plus je vais loin dans mon projet de travaux, plus je vais obtenir de subventions. Et en Allemagne, aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 60 000 euros de subventions Ah oui. pour une rénovation qui permet d'aller au standard d'une maison passive. Et donc il faut changer d'échelle pour ce qui est de ce cap sur la rénovation performante. Il faut complètement changer d'échelle parce qu'aujourd'hui, on est à environ 30 000 à 50 000 rénovations performantes par an. Il faudrait qu'on fasse du x10, qu'on arrive à environ à 500 000 rénovations par an, sachant que l'objectif de long terme pour 2050 pour la France, c'est d'atteindre un parc de bâtiments qui, en moyenne, atteint le niveau de performance bâtiment basse consommation. Ça veut dire que le niveau d'aide va grimper aussi. Est-ce qu'on peut reprendre la comparaison avec l'Allemagne pour voir ce que la France puis l'Allemagne allouent comme budget à ces aides à la rénovation? Alors, un des sujets, effectivement, c'est le financement, donc qui en partie vient du public, mais aussi des ménages eux-mêmes. Aujourd'hui, en France, MaPrimeRénov', c'est 2 à 2,5 milliards d'euros annuels. Mhm. Le budget des aides publiques allemandes a été fortement renforcé avec la crise de l'énergie pour atteindre 14 milliards d'euros cette année et l'année prochaine. Évidemment, c'est sans commune mesure. On sait qu'il n'y a pas grand monde, sans doute, aujourd'hui, qui peut s'attaquer à tous les travaux nécessaires pour arriver à une rénovation performante sans aide, encore moins en ce moment avec l'augmentation en flèche du prix de l'énergie. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte qui est assez particulier parce que d'un côté, la hausse des prix et les risques de pénurie sur le gaz, mais aussi sur l'électricité, ont fait que les Français n'ont jamais été aussi conscients des impacts de leur consommation d'énergie et Un donc mal pour un aussi, bien. voilà, et aussi volontaristes quelque part à changer, à investir. Et de l'autre côté, ils ont besoin d'être accompagnés. Et le grand défi qu'on a aujourd'hui en France, c'est que l'ensemble des mesures qui ont été mises en place pour gérer cette crise de l'énergie se focalisent sur l'aide au paiement des factures et le blocage des tarifs d'énergie, donc qui vont consommer en 2023 jusqu'à 45 milliards d'euros d'argent public, alors que de l'autre côté, pour l'instant, on n'a pas mis un euro de plus sur la rénovation énergétique. Si la France avait respecté les objectifs de transition énergétique qu'elle s'était fixés il y a quelques années, là, lors du Grenelle de l'environnement, on en serait où aujourd'hui? Alors c'est effectivement, c'est une comparaison qu'on a faite en début d'année pour illustrer l'importance de la transition énergétique comme facteur de résilience face aux crises énergétiques actuelles et à venir. Si on avait respecté les objectifs en matière de rénovation énergétique qu'on s'était fixé en 2008, à savoir moins 38% de consommation d'énergie et 500 000 rénovations performantes par an, on ne serait plus dépendant du gaz russe en France depuis 2020. Du tout. Du tout. Et en même temps, c'est compliqué, autre sujet, de gérer l'urgence sociale et de poursuivre une logique de transition. Ça peut sembler antagoniste. C'est effectivement le grand dilemme que rencontrent les gouvernements européens aujourd'hui. D'un côté, il faut faire en sorte que les ménages, mais aussi les entreprises, arrivent à faire face à ces chocs, à payer leurs factures énergétiques. Et en même temps, il faut aussi les préparer à l'avenir et leur permettre de consommer mieux et de consommer moins. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'action de la France se focalise essentiellement sur l'aide d'urgence à court terme. Et de l'autre côté, on manque de moyens pour accélérer la transition. Donc ce qu'on a proposé à l'IDRI, c'est que l'État mette en place un programme plus équilibré de 1 euro égale 1 euro, pour, C'est-à-dire, c'est-à-dire pour chaque euro d'argent public qui est consacré à l'aide au paiement des factures et au blocage tarifaire, l'État met 1 euro de plus dans l'accélération de la transition, c'est-à-dire les mesures de soutien aux mhm. énergies renouvelables, à la rénovation énergétique, à la mobilité électrique. Si on avait fait ça depuis le début de la crise, 1 euro égale 1 euro, on aurait un budget de combien aujourd'hui pour le financement pour le climat? Alors sur l'année 2022, l'État a annoncé 30 milliards d'euros de dépenses sur le bouclier tarifaire, ce qui ferait
selon ce qu'on avait proposé, 15 milliards d'euros pour l'aide au paiement des factures et 15 milliards d'euros pour accélérer la transition, notamment sur le volet rénovation énergétique. Donc ça nous aurait permis de multiplier par 4 ou 5 les aides publiques pour la rénovation énergétique. À l'IDRI, vous menez depuis 2 ans avec l'ADEME un gros travail avec un comité d'experts et vous avez proposé un certain nombre d'orientations clés pour avancer vite vers des politiques de rénovation énergétique. On ne va pas énumérer toutes les mesures que vous proposez, mais est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces recommandations ? Effectivement, alors à l'IDRI, on a coordonné un projet, une plateforme d'experts pendant 2 ans sur la rénovation énergétique qui a abouti à plusieurs publications et un grand rapport justement de propositions pour accélérer la politique de rénovation énergétique et pour juste mentionner 4 enjeux clés. Le premier, clairement aujourd'hui, c'est de mettre le cap politique sur la rénovation énergétique performante et de l'installer comme nouvelle norme sociale, c'est-à-dire d'organiser l'ensemble des dispositifs de politique publique autour de cette notion de rénovation performante. Le deuxième, ça serait de reconnaître la rénovation énergétique comme levier essentiel pour faire face aux crises et donc de rééquilibrer les budgets entre l'aide au paiement des factures et à la rénovation énergétique. Un outil de résilience, finalement. Comme outil de Ouais. résilience pour nous protéger face aux chocs futurs. Le troisième enjeu qui est rarement abordé, c'est les enjeux de structuration de l'offre de rénovation. Donc le travail qui reste à faire C'est-à-dire la filière professionnelle ? avec la filière professionnelle, avec les artisans, avec les fédérations professionnelles, pour justement se mettre d'accord sur les besoins de formation continue et de formation initiale, sur les défis aussi de création d'emplois dans un secteur qui est fortement porteur d'activité en temps de crise, mais qui risque en fait de ne pas pouvoir faire face à cette massification Parce de que la si tout rénovation le monde énergétique. demande une rénovation performante demain, il n'y a pas assez d'artisans formés et compétents sur ces technologies-là pour répondre à la demande. Clairement, aujourd'hui, on est loin du compte. Juste pour donner un chiffre, aujourd'hui, sur l'ensemble des artisans du bâtiment, on a 65 000 entreprises qui sont labellisées, reconnues garants de l'environnement, donc qui ont le droit en fait de faire des travaux de rénovation soutenus par les aides publiques. Et sur ces 65 000, il y en a 80 qui disposent de la formation rénovation globale. 80 tout court. Voilà, 80 en France. Effectivement, ça fait pas beaucoup. Il y a une autre recommandation que vous vouliez mettre en avant ? Et puis la quatrième, qui pour nous est la plus centrale, c'est justement d'arriver à définir une feuille de route stratégique sur la rénovation énergétique qui permettrait de décliner l'ensemble des mesures sur un horizon de 10 à 15 ans. Du long terme. C'est pas du long terme. Du En moyen fait. terme. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a des Mhm. objectifs 2050, mais qu'il faut justement arriver à les décliner, à les opérationnaliser, c'est-à-dire à montrer aux acteurs qu'on va faire des choses et comment les dispositifs réglementaires, les aides publiques vont évoluer d'année en année. Oui, par palier, en quelque sorte. Dernière question, est-ce qu'il y a de bonnes pratiques à copier chez certains voisins européens ? Alors, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent dans nos pays voisins. Il y a un excellent travail qui avait été mené par le Haut Conseil pour le climat en 2020, qui a publié un rapport qui s'appelle Habiter mieux, justement pour faire une comparaison entre l'état des politiques en France, Mhm. en Allemagne, en Suède, en Italie, aux Pays-Bas. Et ces rapports montrent notamment l'exemple intéressant de la Suède, qui avance beaucoup plus rapidement dans la décarbonation du secteur des bâtiments que d'autres pays. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont mis en place depuis les années 1950 une politique de développement assez rigoureuse des réseaux de chaleur. Donc c'est Vous nous dites en 2 mots, les réseaux de chaleur sont des les réseaux, sortes de centrales voilà, municipales les ou réseaux de chaleur, c'est par l'idée quartier ? qu'on a une centrale qui produit de la chaleur à l'échelle d'une ville, chaleur qui ensuite est acheminée sous forme de vapeur d'eau par des tuyaux directement dans les bâtiments et donc qui permet d'alimenter tous les logements en chaleur, mais avec une production centralisée. L'intérêt de ces systèmes-là, c'est que le jour où on veut changer de source énergétique, donc on veut passer à des énergies décarbonées ou renouvelables, il suffit de traiter uniquement cette centrale urbaine et on évite ainsi d'agir sur plusieurs millions de logements en même temps. Donc c'est très très efficace, qui a permis à la Suède aujourd'hui de décarboner déjà 80% des besoins de chaleur. Pour aller plus loin, on peut lire sur le site de l'IDRI ce fameux rapport dont vous parliez tout à l'heure, fruit de 2 ans de travaux pour réussir le pari de la rénovation énergétique avec 2 maîtres mots, changement d'échelle et performance. Merci beaucoup Andreas Rüdinger. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IDRI, spécialiste des questions énergétiques et de climat. À bientôt. Merci. Vous retrouverez cet épisode des podcasts de l'IDRI sur toutes les plateformes de podcasts, sur le site de l'Institut bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.